Vous êtes un professionnel du domaine canin ou un propriétaire souhaitant en savoir plus sur le comportement des chiens? Vous êtes aussi peut-être frustré du fait de ne pas avoir de résultats malgré tout le temps déployé dans l'entraînement de celui-ci. Et si je vous disais que la solution pouvait se trouver dans une approche scientifique? Je suis Maëlie Richard, technicienne en santé animale et spécialiste du comportement canin, et aujourd'hui nous allons plonger ensemble dans l'analyse du comportement appliqué. Cette analyse trouve ses racines depuis le 20e siècle au niveau de l'évaluation comportementale, au début auprès des humains, mais rapidement au niveau du comportement des chiens aussi. Cette approche rigoureuse est utilisée pour pouvoir comprendre, mais aussi modifier le comportement des chiens et savoir pourquoi est-ce qu'ils exercent un comportement, toujours en se basant sur la science. Si vous vous questionnez à savoir comment est-ce que cette méthode peut vous aider dans la communication avec votre chien ou encore mieux, avec les consultations avec vos clients, restez avec moi. L'analyse du comportement appliqué, ou ABA, est une approche scientifique qui se concentre sur la compréhension de la relation entre les comportements et leur environnement. Elle se base sur le principe selon lequel un comportement va être influencé par les antécédents, donc tout ce qui se passe avant le comportement, et les conséquences, soit tout ce qui se passe après le comportement. En éducation canine, l'ABA nous permet de décortiquer pourquoi est-ce qu'un chien adopte un tel comportement. Comme par exemple, tirer en laisse, aboyer à la vue d'un déclencheur ou même avoir peur dans certaines situations. C'est tout d'abord en identifiant les antécédents, mais aussi les conséquences qu'on va être en mesure de modifier le comportement. Plongeons maintenant dans les antécédents. Donc, les antécédents sont tout ce qui se produit, comme j'ai mentionné, avant le dit comportement et qui peuvent en plus influencer sa survenue. Les antécédents les plus faciles à reconnaître sont par exemple l'environnement, les signaux donnés par l'humain, les bruits, les odeurs, mais aussi les hormones et même l'environnement. Prenons maintenant un exemple concret d'un chien qui tire en laisse à la vue d'un autre chien. Avec le temps, ce qu'on va être en mesure de comprendre, c'est que le comportement de tirer en laisse à la vue d'autres chiens va être déclenché quand le chien va voir les autres chiens. Les autres chiens deviendront ici maintenant l'antécédent du comportement de tirer en laisse. De la même manière qu'un chien qui aboie lorsqu'il entend la sonnette de porte vient réagir à l'antécédent qui est le ding-dong de la porte, donc l'antécédent est le bruit de la sonnette. Dans ces contextes-ci, l'ABA va donc nous permettre d'identifier les antécédents pour être en mesure de venir les modifier ou être en mesure de faire une approche comportementale dans le but de modifier le comportement utilisé par l'animal ici qui nous dérange ou qui peut être tout simplement dangereux pour sa survie. On comprend donc rapidement qu'il est important de ne pas se fier qu'aux comportements qu'on voit et de les isoler. Un comportement, que ce soit de la peur, de l'agressivité, peu importe, ce n'est souvent que la pointe de l'iceberg. Il y a beaucoup de choses cachées en dessous de ça qu'on doit creuser pour être en mesure de comprendre la raison pour laquelle le chien adopte le comportement, mais aussi venir être capable de le modifier. C'est pourquoi, encore une fois, venir comprendre les antécédents nous évite de tomber dans le piège flagrant qui est de simplement vouloir cesser le comportement sans même comprendre pourquoi le chien l'exécute. Maintenant, passons aux conséquences. Renforcement ou punition. Les conséquences sont super simples. C'est tout ce qui se produit après la survenue du comportement. Les conséquences peuvent donc renforcer le comportement, donc le rendre plus probable à se passer dans le futur, ou au contraire, le punir et faire en sorte qu'il se produise de moins en moins au fil du temps. Le fameux renforcement positif et les méchantes punitions. Décortiquons tout ça ensemble. Ici, je vous donne un exemple classique de renforcement positif. Par exemple, vous allez demander à votre chien de s'asseoir. Au moment où il pose ses fesses au sol, vous allez lui donner une friandise. Ici, le comportement de s'asseoir est renforcé positivement par l'ajout d'une récompense, donc quelque chose que le chien va apprécier, généralement. À l'inverse, si on prend l'exemple du chien qui tire en laisse pour obtenir les odeurs qu'il souhaite, puis qu'à chaque fois qu'il va exercer une tension sur la laisse, on fait l'effet contraire, donc on arrête d'avancer ou par exemple on recule, bien ici le chien, le fait d'exercer le comportement de tirer sur la laisse va être puni, donc il va avoir moins de chances de se reproduire dans le futur. Ici, le chien va comprendre que d'effectuer une tension sur la laisse ne lui offre pas la conséquence souhaitée, donc d'aller sentir l'odeur, mais au contraire l'éloigne de son but, donc il va avoir de moins en moins de probabilité qu'il refasse ce comportement dans le temps. Mais là, ici, c'est important de faire attention à une chose. C'est pas parce que nous jugeons qu'on utilise la récompense que ça n'en est réellement une. Pour vous expliquer mon point, je vous présente ici une petite étude de cas. Dans une de mes classes de cours de groupe, les propriétaires de Gaston se demandaient pourquoi à chaque fois est-ce qu'ils lui demandaient de s'asseoir, au fil du temps, Gaston s'assoyait de moins en moins.
Mais que quand moi j'approchais pour lui demander un assis, eh bien Gaston le faisait 100% du temps. Je leur ai donc demandé de s'exécuter devant moi et pendant ce temps, j'analysais leur méthode d'entraînement. Les étapes que j'ai pu remarquer étaient celles-ci. Donc les propriétaires demandaient à Gaston assis, faisaient le geste de la main, puis lorsque Gaston posait ses fesses au sol, les humains le flattaient sur la tête avant de lui offrir la récompense alimentaire. À chaque répétition, quand les propriétaires arrivaient pour flatter la tête de Gaston, Gaston faisait un mouvement d'évitement pour essayer d'éviter la main tout en prenant quand même la récompense. On avait ici ce qu'on appelle un conflit de motivation. Donc, Gaston voulait éviter la caresse au niveau de la tête tout en voulant avoir accès à la nourriture. Même si les propriétaires ici étaient remplis de bienveillance et souhaitaient démontrer leur fierté à leur chien qui exerce le comportement souhaité, bien malheureusement ici la caresse sur la tête agissait comme punition. Pourquoi? Bien, tout ce qu'on pouvait voir, c'était qu'au fil du temps, le comportement de s'asseoir était puni par une punition. Donc, c'était pas ce que Gaston souhaitait à ce moment-là. Peut-être que le soir, devant la télévision, c'est son moment préféré, puis c'est son endroit où il préfère se faire gratter, mais dans un contexte de cours de groupe avec d'autres chiens, de la nourriture, de la motivation, des exercices qui peuvent être parfois difficiles, bien ici, la nourriture était beaucoup plus motivante pour lui. Vous comprendrez donc qu'il est important d'utiliser des motivateurs adaptés à chaque chien, qu'il est faux de croire que tous les chiens vont être motivés par la nourriture, mais aussi de toujours s'adapter à chacune des situations qu'on a devant nous avant de prendre une décision sur quel motivateur utiliser pour notre chien. Comme vous l'avez vu dans cet exemple concret, en connaissant les antécédents mais aussi les connaissances, on est en mesure de venir modifier le comportement ou même améliorer sa réponse et faire en sorte qu'il se produise plus souvent ou encore, si c'est un comportement désagréable, bien on peut faire en sorte qu'il se produise moins souvent. Enfin, pour comprendre ce point, il est crucial de ne pas tomber dans le piège des informations erronées qui circulent, notamment les informations qui se penchent sur le fait que les chiens n'auraient pas d'émotion ou que leur comportement était toujours seulement purement instinctif et jamais basé sur des historiques de renforcement. Comme vous pouvez le voir dans notre dernier article de blog, les chiens peuvent ressentir une gamme d'émotions, passant de la joie, la peur ou même la frustration, tout comme nous. Réduire les comportements des chiens à des réactions purement instinctives limite notre compréhension de leur capacité émotionnelle. Ceci pourrait donc nous pousser à prendre des méthodes d'entraînement inadaptées qui ne prennent pas en compte les besoins réels de l'animal, encore une fois en se concentrant seulement sur leurs actions et non tout ce qui les entoure. Si vous êtes un professionnel du domaine canin ou même un propriétaire souhaitant mieux comprendre son chien, eh bien utiliser des méthodes scientifiques prouvées par l'ABA pourrait être la clé vous permettant de progresser avec lui. Donc, la prochaine fois que votre chien exercera un comportement et vous vous demanderez pourquoi est-ce qu'il fait ce comportement, pensez à moi, mais surtout à l'ABA. Essayez de voir les antécédents directs, qu'est-ce qui s'est passé dans l'environnement juste avant, le comportement pratiqué, mais aussi quelles sont les conséquences pour lui. Est-ce que ça vient jouer au niveau de ses hormones, de son plaisir, de son bonheur? Est-ce que ça répond à un besoin intrinsèque de survie? Pour en savoir plus sur le sujet de l'analyse du comportement appliqué ou même pousser vos apprentissages encore plus loin, je vous invite à aller voir dans la description notre dernier article de blog sur le sujet qui parle de science. Si vous êtes comme moi un mordu du comportement canin, je vous invite fortement à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!